Merci de votre ponctualité. On reprend. Bienvenue. Merci, merci et j'espère que c'est un signe que vous avez bien aimé la séance de ce matin et nous allons nous servir de toute cette information-là. Maintenant, nous allons passer à la prochaine partie de notre séance. Cette séance mettra l'accent sur les élections provinciales qui s'en viennent. Je vous donnerai quelques mots d'explication au sujet de l'activité politique de notre association lors des élections précédentes et puis quelles seront nos priorités également, mais toujours en fonction du mandat de la INB. La directrice générale, Roxane Targent, repassera les priorités de notre conseil d'administration à identifier lors de sa rencontre du mois de février. La directrice des communications et relations avec le gouvernement, Jennifer Whitehead, nous donnera un aperçu des initiatives de la INB pour cette campagne électorale. Sherry Graydon, tant qu'à elle, partagera ses opinions, son expertise au sujet de l'engagement politique, après quoi nous passerons aux questions et aux commentaires. Alors, c'est parti. Comme vous le savez, la date de la prochaine élection, c'est le 22 septembre. Et comme je vous l'ai fait remarquer, le conseil d'administration, lors d'une session, a identifié les priorités qu'on a voulu partager avec les partis et les candidats. Et au cours des 2 dernières décennies, la INB a préparé des priorités et les a partagées avec les différents partis politiques et les chefs de parti. Et puis, c'est vraiment, ça devrait devenir, selon nous, les priorités politiques de chacun des partis, peu importe qui sera élu. Les membres du conseil d'administration, les présidents de section et le personnel ont rencontré les candidats un peu partout dans la province en prévision de ces élections provinciales et fédérales. Et un exemple de cette initiative, ça a été justement la réalisation la mise sur pied d'un siège infirmières additionnelles pour répondre à la pénurie d'infirmières immatriculées il y a une décennie. Et 75 places additionnelles ont été créées par le gouvernement, ce qui a permis d'augmenter le nombre de diplômées ou de finissantes en soins infirmiers et ainsi améliorer l'approvisionnement ou de la dotation. Bon, voici mon message. Je demande à chacun d'entre vous, en tant qu'infirmière, d'engager vraiment les candidats, les candidates lors de la prochaine campagne électorale. Je sais que ce n'est pas une activité avec laquelle on se sent tellement à l'aise, en tout cas que c'est le cas pour plusieurs, mais c'est quand même, nous offrons un service très important à la province. Et en tant que membre de notre profession, nous devons faire en sorte que cette contribution soit visible et qu'on reconnaisse l'expertise des infirmières qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que ça soit vraiment reconnu comme une priorité pour les candidats. Notre demande est très simple. Même si le conseil d'administration a identifié des priorités que nous allons partager avec vous, nous pensons que la chose la plus importante que peuvent faire les infirmières immatriculées pendant cette période électorale, c'est de se rendre visibles, justement. Imaginez l'effet ou l'impact que pourraient avoir 9000 personnes infirmières immatriculées qui se présentent justement comme telles. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir. Vous êtes expert dans votre domaine et les candidats locaux devraient être intéressés par votre expérience et par les commentaires, les inquiétudes que vous avez par rapport aux soins de santé et par rapport aux soins dans votre région. Il faut savoir s'identifier comme infirmière immatriculée lorsqu'un candidat viendra frapper à votre porte. Il y a eu justement quelqu'un qui nous a dit que quelqu'un qui était venu frapper à la porte. Elle s'était présentée comme infirmière. Elle a commencé à lui poser des questions et il ne savait pas les réponses. Eh bien, imaginez, il est revenu plus tard pour répondre aux questions qu'elle lui avait posées dans cette première visite. Vous êtes une infirmière immatriculée, alors rendez notre profession visible pendant cette prochaine campagne électorale. L'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a adopté notre loi, je pense que c'était en 1984. Et notre mandat, entre autres, vise à promouvoir de bonnes politiques, des politiques favorables à la santé. Et nous avons identifié 4 secteurs de priorité: les soins de santé primaires, les médicaments sur ordonnance et les ressources humaines, ainsi que les soins de longue durée. Merci.
Le fait que l'association, le conseil d'administration a déjà, encore une fois, identifié les soins de santé primaire comme une priorité, ce n'est pas une surprise. Ça fait quand même 30 ans qu'on en parle. Nous faisons quand même des progrès. C'est pas aussi rapide qu'on souhaiterait. C'est parfois frustrant, mais le conseil d'administration est convaincu qu'il nous faut garder le cap sur cette question si on veut que le gouvernement continue de mettre en place ce projet de soins de santé primaire et pour faire avancer la transition vers des soins de santé communautaire et une approche une approche collective. Et nous avons identifié cette approche comme étant une façon d'améliorer la prévention, l'identification et la gestion des maladies chroniques et des maladies qui sont liées à un mode de vie. Et c'est de cette façon que nous pourrons améliorer la santé et la qualité de notre population. Nous allons demander au gouvernement élu de mettre en place 10 équipes communautaires dans le cadre de ces soins de santé primaire dès la première année de leur mandat de 4 ans. Pour ce qui est des soins de longue durée, eh bien, le Nouveau-Brunswick a la population vieillissante, en fait, la population la plus âgée, au deuxième rang, en fait, au Canada. 16 de notre population totale, c'est-à-dire 122 000 personnes sur une population totale de 750 000, eh bien, 16 ont plus de 65 ans, comparativement 14 c'est la moyenne nationale. Selon Statistique Canada, notre population continuera de vieillir plus rapidement au cours des 20 prochaines années, étant donné nos défis à la fois démographiques et économiques. Les données de 2013 soulignent qu'il y avait à ce moment-là 730 personnes qui attendaient une évaluation en prévision d'un placement dans un établissement de soins de longue durée. Et de ce nombre, 491, donc, et maintenant c'est beaucoup plus c'est au-delà de 500, eh bien, sont dans des établissements, étaient dans des établissements de soins aigus et ont reçu leur congé médical et maintenant attendent un placement. Et 22 de ces lits sont occupés par des personnes qui pourraient justement se retrouver dans un autre milieu. Et le Nouveau-Brunswick est la seule province au Canada où les soins de longue durée ne font pas partie du ministère de la Santé. À notre avis, toute la question des soins de longue durée devrait tomber sous la responsabilité du ministère de la Santé pour assurer la responsabilité et l'imputabilité par rapport au continuum des soins de santé. On ne peut pas soutenir ces inefficacités, la complexité de ce modèle organisationnel compliqué, justement. Et il faut reconnaître l'engagement et la passion du ministre et du personnel du ministère du Développement social. On vient tout juste, justement, de rendre publique cette stratégie à la maison d'abord, et c'est formidable, mais il faut dire qu'il faut que ce continuum de santé soit possible. Et par conséquent, nous reconnaissons quand même leur engagement. Mais pour assurer une coordination optimale, il faut que le changement devienne une priorité pour le prochain gouvernement. Programme de surveillance des médicaments et assurance médicaments. Les interventions pharmaceutiques sont parmi celles qui sont les plus dispendieuses et qui prennent de plus en plus d'ampleur chez les praticiens de la santé. Ça permet à ceux qui ont des maladies chroniques de vivre plus longtemps et de mener des vies actives. Et c'est chose connue qu'une surutilisation ou un usage inapproprié ou une mauvaise utilisation des médicaments sur ordonnance, c'est aussi une réalité. Selon les enquêtes du coroner du Nouveau-Brunswick sur les décès liés aux surdoses de médicaments en 2002, 2004 et 2006, comportaient tous des recommandations faites au gouvernement pour mettre en place un système de surveillance des médicaments. La loi sur la surveillance des médicaments a reçu l'assentiment royal en décembre 2009. Le programme de surveillance des médicaments appuie une utilisation légitime des substances contrôlées, tout en limitant l'abus et un mauvais usage des médicaments. Mais on sait très bien que c'est efficace aussi pour réduire la mauvaise utilisation des médicaments. Avec la mise en place de cette autorisation prescriptive,
pour les infirmières praticiennes, eh bien, le fait d'avoir un programme de surveillance, c'est une priorité très importante pour assurer notre imputabilité réglementaire et notre responsabilité dans le domaine. Il nous faut absolument améliorer le mode de prescription d'ordonnance de tous ceux qui sont en droit de le faire au Nouveau-Brunswick. Et il faut que ça devienne une priorité pour le gouvernement suivant et que ça contribue ainsi à la pérennité de notre système de soins de santé universel ainsi qu'à la qualité des soins. Et enfin, pour ce qui est du régime de médicaments sur ordonnance, le gouvernement néo-brunswickois a mis de l'avant le régime de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick. Et ce régime permettra d'éviter les coûts faramineux des médicaments et assurera une assurance ou permettra à chaque citoyen d'avoir une assurance médicaments. Et ce régime comporte toutes les caractéristiques qu'on souhaiterait. Mais déjà que des inquiétudes sont soulevées par rapport à la possibilité pour les Néo-Brunswickois de soutenir financièrement un tel programme. Un Canadien sur 10 ne peut pas payer les médicaments sur ordonnance qu'on lui prescrit. Et dans chaque pays développé où existe un système universel ou dans tous les pays, pardon, il existe un régime universel de soins de santé qui couvre aussi les médicaments, sauf au Canada. Les pays où il existe une telle assurance, eh bien, dépensent entre 15 et 60 de moins par capita pour les médicaments sur ordonnance. Les coûts des médicaments vont continuer d'augmenter au Canada étant donné le vieillissement de la population, l'indice assez élevé de maladies chroniques et l'usage accru de médicaments. Ces médicaments permettent d'améliorer la vie de ceux qui souffrent de maladies chroniques et ça permet un traitement d'appoint, un traitement utile et qui permet de prolonger la vie des gens. Un programme universel et public qui ferait en sorte que tous les citoyens du Nouveau-Brunswick ainsi que les Canadiens, et je vous dirai pourquoi on parle également des Canadiens, eh bien, que ces gens-là aient un accès équitable aux produits pharmaceutiques prescrits ou sur ordonnance en fonction d'un formulaire national, selon des lignes directrices d'ordonnance basées sur des éléments probants et sur des programmes de contrôle qui assurent un mode de prescription optimal, la sécurité et les résultats. C'est important et nous pensons que le prochain gouvernement devra travailler en collaboration avec leurs pairs provinciaux et territoriaux et le gouvernement fédéral pour faire la promotion de ce programme. Il y aura une résolution d'ailleurs qui sera présentée à l'AIC lors de sa biennale pour encourager l'AIC à continuer son travail. Et cette résolution a été acceptée justement et elle sera soumise à la biennale. Et enfin, d'assurer la viabilité de notre système et nos services de santé grâce à des ressources humaines en soins infirmiers efficaces et abordables doit être une priorité. Et toute démarche doit inclure la préparation, l'emploi de normes adéquates des infirmières immatriculées et des infirmières praticiens qualifiés occupant leur plein champ d'exercice dans les milieux de soins actifs, les soins de longue durée et des soins communautaires. Il est essentiel que la production de cette main-d'œuvre soit cohérente avec les possibilités de l'emploi si on veut maintenir nos programmes de formation actuels. Nous croyons que les infirmières immatriculées et les infirmières praticiens sont un composant essentiel de notre système de santé et les données le prouvent. Le Nouveau-Brunswick n'est pas le moyen d'éduquer une main-d'œuvre qui quitte la province pour aller à d'autres places en Canada. Et les contribuables de Nouveau-Brunswickoises n'ont pas les moyens de subventionner la préparation de cette main-d'œuvre pour une autre juridiction. La prise de décision concernant la préparation et le déploiement de la main-d'œuvre infirmière doit inclure une analyse critique des répercussions immédiates à court et moyen et à long terme. Les statistiques de l'AINB de 2013 montrent 25% de nos infirmières immatriculées et des infirmières praticiens sont âgées de 55 ans ou plus. Ça représente plus de 2000 infirmières. 15%, plus de 1200, des infirmières immatriculées et des infirmières praticiens sont âgées de 50 à 54 ans. Actuellement, 40%
des infirmières praticiens et des infirmières immatriculées sont admissibles à la retraite au cours de la prochaine décennie. Le travail de nouveau comité collaboratif du secteur des infirmiers doit se poursuivre et on félicite Mme O'Keefe, Robach, pour établir cette comité. Le comité doit assurer la participation active de tous les partenaires pertinentes, soit les personnels d'enseignants, les employeurs, les bailleurs de fonds, le gouvernement et les organismes de réglementation pour assurer la sécurité et la qualité des services infirmiers et des services de santé maintenant et dans l'avenir. Merci. Merci, Roxane. Bon, il y a Jennifer maintenant qui va nous parler du volet communication. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'AIMB prépare des trousses sur ses priorités et les enjeux qu'elle défend depuis des décennies, bien avant que je me joigne à l'AIMB. Préconiser des politiques publiques favorables à la santé fait partie de notre mandat. Bien que la stratégie ait pu varier, elle a toujours été axée sur la protection du public et le soutien des infirmières, et ce dans l'intérêt du public. Certaines des priorités d'aujourd'hui ne devraient pas surprendre. L'AIMB réclame l'avancement des soins de santé primaires et des ressources humaines en soins infirmiers adéquats depuis de nombreuses années. Mais, comme vous le savez, les changements prennent du leadership, de la persévérance et la communication, des voix infirmières fortes. Our strategy for Notre stratégie pour cette élection-ci est un peu semblable à ce qu'on avait en 2010, même si on avance de quelques pas quand on parle de pratiques exemplaires. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est de préparer ces documents sur les quatre priorités qu'on a partagées avec le conseil d'administration. Et aujourd'hui, on compte sur vos opinions avant de finaliser cette trousse. Tout ça sera terminé et fin prêt pour la distribution au mois d'août, pardon. Et nous avons l'intention de partager ça avec nos membres par le biais du bulletin électronique et sur notre site Web. Et ça s'ajoutera aux ressources que vous aurez en main aussi. Au mois d'août, nous allons également distribuer cette trousse aux 5 chefs de parti en demandant une rencontre avec chacun de ces chefs de parti. Et il y aura Darlene, notre présidente, et Brenda Kelly, présidente désignée, Roxane et moi-même. Et selon la disponibilité, il se peut qu'il y ait un autre membre du conseil d'administration qui se joindra à nous. Mais ce qui a été efficace la dernière fois, c'est qu'on a envoyé un courriel à tous les candidats en même temps que la trousse d'informations et on leur a demandé de communiquer avec nous pour organiser une rencontre. On a parcouru la province, on a reçu plusieurs demandes de rencontres et à ce moment-là, on a demandé aux représentants des sections locales, justement, de venir pour y participer. Ça représente beaucoup de coordination de notre part pour le mois d'août, pour le mois de septembre, mais on espère quand même que pour la prochaine élection, il y aura la concurrence sera forte et par conséquent, on s'attend à une forte demande de réunions comme celle-là. Info Nursing sera distribué en septembre aussi. Du moins, on espère que ça sera fait au début du mois. Et nous allons essayer justement de le publier au tout début du mois. Si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous allez quand même voir qu'il y a d'autres ressources qui seront annoncées dans Info Nursing. Nous allons également préparer une trousse d'outils et cette trousse d'outils, une partie en tout cas, sera disponible sur le site Web. Mais ce qui est important pour cette élection-ci, c'est de reconnaître que les délimitations territoriales ont changé. Il se peut que la circonscription que vous aviez auparavant n'existe plus. On passe de 55 circonscriptions à 49. Alors, non seulement vous aurez à votre disposition cette trousse d'outils dans les 2 langues officielles, bien entendu, mais il y aura également un lien avec Élections Nouveau-Brunswick. Il y aura aussi la nouvelle carte électorale pour que vous sachiez dans quelle circonscription vous vous trouvez. Un hyperlien également avec les sites des partis politiques ainsi qu'avec un lien avec leur programme électoral. Et tout ça sera mis à votre disposition.
Et puis, on espère qu'on entendra d'autres suggestions aujourd'hui. On ajoutera ça à nos ressources. Vous êtes extrêmement chanceux d'avoir une organisation qui fait tout ce travail de base, toute cette recherche, la préparation des données, l'élaboration d'énoncés, de positions, tout ça. C'est très important. Mais la prochaine étape, c'est cette discussion avec les politiciens. Ça, c'est en fait la partie la plus facile parce que déjà que les devoirs ont été faits à l'avance. Je disais plutôt que j'avais discuté avec le journaliste en matière de santé du Globe and Mail, André Picard, il y a à peu près un an, en préparation justement du travail que je devais faire pour la IIC. Et je lui ai posé la question à savoir quel message, quel est ce message que les infirmières ne donnent pas comme il faut par rapport à ce qu'elles représentent, par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à leurs valeurs, et qui pourrait être tellement bénéfique si ce message-là était là. Alors, voici sa réponse. Ce sont ses mots, hein? C'est moi, lui. Il a dit, « Les infirmières sont inefficaces, invisibles et trop gentilles. » Et tout ça va ensemble. Il a dit, on entend parler d'elles qu'au moment de signature de contrat, ils ne sont pas invités à la table d'établissement des politiques parce qu'ils n'ont pas d'énoncé bien clair. Ils insistent pas assez, ils ne sont pas gentils. Est-ce que c'est juste? C'est pas vrai. Vous avez effectivement des politiques bien claires, tout comme la IIC d'ailleurs. Mais si personne ne vous entend exprimer ces énoncés de politique, eh bien, aussi bien ne pas en avoir. Est-ce qu'il faut que je répète? Si vous n'êtes pas là au micro, vous ne parlez pas haut et fort, si vous n'êtes pas là lors de ces rencontres publiques, si vous n'articulez pas vos énoncés de politique, eh bien, aussi bien pas en avoir. Parce que tout ce travail aura été en vain. Bon, pas nécessairement en vain, parce qu'on ne compte pas uniquement sur vous. Il y a plein de choses proactives qui se font, qui fait en sorte que chacune de vos interventions peut être plus efficace. Si vous voyez une annonce une seule fois, bon, vous risquez de l'oublier parce qu'il faut à peu près 7 fois, 7 répétitions avant que vous vous rappeliez de la marque. C'est la même chose quand on fait du lobbying auprès des politiciens, auprès du public. Quand vous voulez faire valoir vos points, il faut constamment répéter le message. Et plus vous serez nombreux à le faire, mieux ça sera. Par contre, André Picard m'a dit que les médecins, eux, ont des énoncés de position très clairs et qu'ils déplacent de l'air. Et tout ça permet des résultats. Et puis, peut-être, ils sont peut-être un peu mieux du côté de déplacer de l'air qu'ils le sont peut-être pour l'élaboration de politique. Mais selon M. Picard, les ratios sont en votre faveur. Comme on l'a déjà dit, vous êtes beaucoup plus nombreuses que des médecins. C'est un ratio de 2 pour 1. Lui, il pensait que c'était 4 pour 1, mais c'est 2 pour 1. N'empêche que c'est quand même un nombre important d'infirmières. Cela dit, les médecins font plus d'argent que les infirmières. C'est surtout une profession prédominance homme. Et ils exercent leur pouvoir et déplacent des gens depuis des années, comme on le sait. Et ils sont forts, et ils le savent et ils se servent de leur force. Mais il n'en demeure que vous êtes beaucoup plus nombreuses qu'ils le sont. Et si vous commenciez à parler plus souvent, ça ferait toute une différence. Par curiosité, l'année dernière, j'ai fait une petite recherche Google, médecins, infirmières au Canada, parce que je me posais la question de savoir si ça se reflétait dans les médias. Et voici ce que j'ai trouvé. Effectivement, il y a beaucoup plus de références aux médecins, à l'AMC, qu'on en fait par rapport aux infirmières, par rapport à l'AIC, même si vous êtes beaucoup plus nombreuses. Et selon les données, vous recevez beaucoup moins d'attention et c'est vrai que la nouvelle porte essentiellement sur le pouvoir, qui détient le pouvoir, qui prend les décisions, enfin d'exercer le pouvoir, qui menace l'autorité ou le pouvoir, et les médecins ont plus de pouvoir. Mais dans les médias, votre engagement dans les médias sociaux peut avoir un impact énorme là-dessus. Alors, vous avez cette capacité d'intervenir à ce niveau-là aussi. Et voici ce que les infirmières ont dit, ce que André Picard a dit. Les infirmières devraient parler haut et fort. C'est ce qu'on dit en français. En anglais, c'est pas tout à fait au même niveau. Il fallait vraiment aiguiser son crayon et puis
rédiger des politiques qui exigent, qui demandent des choses, et puis il faut ensuite donner du coude un petit peu pour faire en sorte que ces politiques deviennent des réalités. Bon, voici le conseil que je vous donne. Il faut vraiment vous mobiliser plus souvent. Vous savez, quand on dit voter tôt, voter plus souvent, eh bien, c'est ça. Il faut se mobiliser très tôt dans la campagne et puis le faire très souvent. Si vous vous engagez tous à un moment en particulier, par exemple, d'envoyer un courriel à un politicien ou à un parti politique, si vous commencez ça dès le premier jour et que vous vous donnez comme tâche d'intervenir au moins une fois à chaque jour, imaginez l'effet phénoménal que cela aurait. Quand on parle des couloirs du pouvoir, il y a une raison pour ça. Vous savez, il y a tous ces groupes qui font du lobbying auprès des politiciens. Donc, tout ce que vous faites en dessus de tout ça, ça vient renforcer. C'est comme le message qui est répété plusieurs fois. Il faut aussi remplacer la gentillesse par la fermeté. Et je sais que vous êtes capable de le faire. J'ai regardé ma mère agir pendant toute ma vie. Je vous donne un exemple, à savoir pourquoi on n'est pas forte et pourquoi. L'AIC, il y a un an, en consultation avec toutes les infirmières au pays, a créé vraiment un plan d'action, un document de plan d'action très, très engageant. Et là-dedans, ils ont inclus plein de fiches de renseignements portant sur leur plan d'action. Mais ces fiches de renseignements, ça s'intitulait « Pourquoi nous sommes inquiets ». C'était la phrase qui revenait sur chacune de ces fiches d'information. Les infirmières ont lieu d'être inquiets, mais avec un langage comme celui-là, le message qu'on donne, c'est « on a peur, on a peur, on espère que quelqu'un va s'occuper de ce problème parce que nous, on est trop occupés à s'inquiéter ». Si on avait changé ces mots pour dire plutôt pourquoi est-ce qu'il est important d'agir maintenant, ça, c'est un petit exemple. Oui. Il faut s'assurer que le langage qu'on utilise quand on est devant le micro, quand on parle aux politiciens ou quand on envoie des courriels dans les journaux, tout ça, il faut vraiment que ce soit un message fort, affirmatif. Il ne faut pas être gentil, il faut être ferme. Et raconter des anecdotes. Les anecdotes sont les façons à faire passer les gens à l'action. Diane Murray a parlé de Ethel. En plus de nous raconter une histoire inspirante, elle a manifesté l'énergie qu'elle exprimait, pour laquelle elle exprimait de l'admiration en se prononçant. Et cette anecdote qu'elle a dit et que moi j'ai raconté aussi, j'espère que vous appréciez l'impact que vos anecdotes peuvent avoir sur vos interactions quotidiennes avec vos patients dans le système de soins de santé. Alors, les quelques 2 ou 3 minutes que ça prend transmet vraiment le sérieux des défis auxquels vous avez à faire face et les occasions qui en ressortent si vous les solutionniez. Alors, utilisez ces anecdotes. Rencontrez les gens au niveau de leur cerveau ainsi qu'au niveau du cœur. Alors, il faut marier les données avec vos anecdotes et vous ferez toute une différence. Je vous encourage donc. Je dois garder ça dans ma main. Alors, je vais faire 2 choses en même temps. Alors, de mettre les enjeux des infirmiers à l'avant-plan et vous aurez l'occasion de le faire avec cette campagne électorale qui s'en vient. Et vous pouvez changer sur quoi on discute. Il y a d'autres organisations, d'autres groupes avec leur propre agenda, leurs propres priorités qui vont faire exactement ce qu'on vous demande de faire. Ils seront là, seront aux réunions de tous les candidats et vont pétitionner porte en porte. Et si vous ne travaillez pas à faire valoir votre rôle, quelqu'un d'autre, l'agenda de quelqu'un d'autre va prendre le dessus. Vous pouvez en être garanti. Alors,
les campagnes politiques à la porte. Lorsque quelqu'un vous frappe à votre porte, c'est pas de simplement écouter poliment. Vous pouvez faire ça, mais c'est pas votre seul travail. Votre vraie tâche ici, c'est de mettre votre chapeau d'infirmière. Et bon, je suis contente que vous êtes venu. Je vais vous dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi et les gens avec qui je dois interagir à tous les jours. Ce sont des milliers d'infirmières et d'infirmiers et des centaines de milliers de patients. Combien assisté à ces réunions de tous les candidats parce que vous n'avez rien d'autre à faire? Je sais que ça prend du temps. Mais si vous avez l'occasion durant la prochaine campagne électorale et que vous pouvez participer à même une seule réunion des candidats, et alors prenez votre courage à deux mains et allez-y. Et on peut formuler les questions, on attend le moment parfait, que c'est pas quelque chose de stupide. Et par le temps qu'on arrive au micro, parfois, la période de questions-réponses est terminée parce que 5 autres personnes au micro ont monopolisé à 10 minutes chacun pour parler de leur enjeu. Alors, allez aux réunions de tous les candidats et préparez votre question. Mettez-la sur une carte afin que vous soyez prête lorsque la période de questions-réponses commence. Et ensuite, utilisez les médias pour amplifier votre voix, vos voix. La semaine dernière, à Ottawa, bon ami à moi avait été hospitalisé depuis 3 jours avec des intestins bloqués. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, le Globe and Mail a imprimé une grosse manchette ou une histoire au sujet des dangers des quarts de travail médicaux plus courts. Alors, il y en a qui sont là pendant plusieurs heures. Là, la recherche a démontré que lorsque vous décourtez les quarts de travail des médecins ou des résidents, il y avait plus d'erreurs à transmettre à un autre quart de travail. Alors, si ce n'était que pour mon ami qui était à l'hôpital, qui surveillait surveillait les infirmières de faire un excellent travail à transmettre les données à l'autre quart. Elle a écrit une lettre, ça a été publié. Elle n'est même pas une infirmière. Elle l'a fait publier dans le Globe and Mail. Les infirmières ont frappé le clou sur la tête. Et elles sont l'épine dorsale du système de soins de santé et la solution à maint problème si seulement on les écoutait. Les lettres aux rédacteurs dans les journaux sont beaucoup lues par tout le monde. S'il y a assez de lettres sur un sujet particulier qui arrive à un journal, ça dit au journal, mais peut-être qu'on devrait faire un article spécial là-dessus. Alors, s'il y a 10 infirmières dans votre bureau, écrivez toutes au journal local sur le même dossier, et pendant que vous y êtes, vous pourriez envoyer un courriel au journal aux journalistes qui travaillent sur ces points-là. Vous avez plus de chances que ce sera commenté davantage dans le journal et que vous serez cité. Si vous écoutez à la radio, puis il y a des tribunes téléphoniques durant la campagne électorale au sujet de l'élection, je suis certaine qu'il y en aura, alors téléphonez. Vous pouvez être anonyme au téléphone, c'est encore mieux. Vous n'êtes pas au micro devant une foule. Alors, vous pouvez poser une question, raconter une anecdote et partager un enjeu. Et ensuite, finalement, vous pouvez utiliser les médias sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, peu importe dans quoi vous vous embarquez, les médias sociaux, c'est un gros amplificateur à ce qui existe. Et s'il y a vraiment une bribe importante de nouvelles, soit en ligne ou dans les journaux ou n'importe où, qui reflètent les genres d'enjeux auxquels vous avez à composer, qui sont importantes ou qui attirent l'attention, aux choses qui ont été identifiées ici comme étant prioritaires, allez au tweet et Facebook et mobiliser les gens au sujet de ces dossiers, de ces enjeux et concentrer les efforts là-dessus auprès des candidats à l'élection. Je vais simplement vous rappeler de cette citation de Alice Walker une autre fois au cas où vous ne l'avez pas compris tout à fait. Vous vous souvenez de la citation? La façon la plus commune que les gens abandonnent le pouvoir, c'est en croyant qu'ils n'en ont pas. Vous avez du pouvoir. Regardez combien vous êtes dans la salle.
Si vous parlez d'une seule voix en utilisant les données qui vous ont été compilées et les anecdotes que vous vivez et entendez à chaque jour, vous pouvez exercer ce pouvoir et faire une différence. Et la réponse à cette question, c'est oui. Merci beaucoup, Sherry. Maintenant, on est ouvert, on ouvre le paquet pour discussion ou questions concernant tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Micro 3, un rappel de vous présenter avec Martha, la plupart d'entre nous. Je suis Martha Vickers, je suis infirmière praticienne à Bathurst et je suis infirmière praticienne maintenant depuis 11 ans. Et je pense que beaucoup de ce que vous avez eu à dire, ça sonne bien chez moi. Et une nouvelle profession dans notre profession, on a pu voir le bon travail qui se fait avec les infirmières qui donnent leurs opinions. Alors, qui mieux placé que nous pour aider à éduquer les politiciens? En tant qu'ancienne présidente de la IINB, j'ai pu participer dans une des élections du passé pour rencontrer les candidats. Et ce sont de vraies personnes, ce sont vos voisins, des personnes comme vous et moi, et plusieurs d'entre eux n'ont pas travaillé dans les soins de santé, mais plusieurs ont eu des expériences avec des membres de famille dans le système de soins de santé. Afin de les éduquer comme il faut, nous avons une responsabilité en ce sens et un rôle à jouer. Autrement, ils ne le sauront pas, ils ne comprendront pas les enjeux. Et j'aime votre idée de raconter les anecdotes et ça semble bien brancher les gens avec la réalité. Et c'est de préciser les mauvaises conceptions au moment où ça se passe. Et je fais ça presque à chaque jour, encore 11 ans plus tard, comme infirmière praticienne, lorsque j'ai des gens qui questionnent à savoir s'ils devraient voir un médecin ou une infirmière praticienne. Je travaille avec un bon groupe à Bathurst. Il y a 18 médecins de famille. Je suis la seule infirmière praticienne et ça peut marcher. On m'avait dit que ça ne marcherait jamais avec les frais à l'acte et ça marche. Vous devez le faire fonctionner. Vous avez à gagner ce respect et la confiance de vos collègues médecins. J'ai beaucoup d'administration. Et là, on regarde aux problèmes différemment que les infirmières, mais c'est ça qui rend la situation unique lorsqu'on arrive à ce scénario de patient. Ce n'est pas eux et nous, c'est nous. Alors, on doit travailler ensemble comme équipe et de prendre l'approche d'équipe multidisciplinaire, et c'est ce que je vois. De préciser les mauvaises idées ou mauvais points avec vos voisins, vos familles et tout cela, quant au rôle que les infirmières immatriculées jouent dans le système de soins de santé d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde prendra avantage de nos habiletés à voter, mais aussi de rencontrer les candidats cet automne. Merci. Roxane veut raconter une anecdote, puis ensuite on ira au micro 2. Merci, Madame la Présidente. J'ai toujours quelque chose à dire, mais je veux raconter une anecdote au sujet de Martha. Alors, nous allons envoyer ces priorités, mais je ne veux pas laisser l'idée que les partis ne savent pas quelles sont nos priorités. Nous avons eu plusieurs rencontres avec les candidats. Je veux partager avec vous. Alors, on a été invité à des forums des partis politiques pour essayer d'élucider sur les politiques. Et je suis allé à une session où Martha était, pas mal longtemps passé, au mois d'août, très tard, de l'an dernier. Et comme vous le savez, le dialogue dans la province au sujet des médicaments coûteux ont été intenses. Et la concentration de la discussion avec ces médicaments coûteux, c'était au sujet de ce que la plupart des gens perçoivent, et plusieurs d'entre nous aussi, que la couverture de ces médicaments coûteux, ça coûte 5 000 $ par mois. Et il y avait des groupes là qui avaient ça comme priorité, et ça a une implication pour les particuliers aussi, on le réalise. Martha a fait l'intervention la plus profonde que j'ai entendue. Elle a dit, j'aimerais dire quelque chose d'un peu différent au sujet de ces médicaments. Je devrais te demander de le dire, Martha. Qu'advient-il de la personne qui travaille à 2 emplois pour garder une maison pour la famille et les nourrir et ne peut pas payer ses médicaments asthmatiques?
alors une personne est hospitalisée en dehors de la ville et a perdu cet emploi. C'est ça que les médicaments catastrophiques sont. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et merci de m'avoir rappelé cela ce matin. Micro 2. Je suis Wendy, je suis une infirmière immatriculée ici à Fredericton. Alors, ceci est très habilitant. L'information, c'est habilitant. Je vais apporter ça chez moi, mes collègues, et les encourager, nous tous et toutes, de participer dans l'élection en termes de préconiser pour les infirmières et infirmiers. Est-ce qu'on devrait être conscient ou inquiet parce que je représente la profession de nursing, mais je représente aussi le réseau de santé Horizon. Si je veux parler à un candidat ou une candidate, mais si je veux envoyer une lettre publique au rédacteur, est-ce qu'il y a quelque chose en termes d'être une infirmière qui est embauchée par la province? Est-ce que je devrais m'inquiéter de quelque chose? Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais mon expertise autour des médias, puis vous, c'est peut-être la politique de la situation. Et moi, je devine que votre lettre au rédacteur va être respectueuse et constructive, que vous n'allez pas condamner. Et alors, simplement identifier votre nom et le fait que vous êtes une infirmière. Si vous n'identifiez pas l'organisation comme telle par laquelle vous êtes embauché, il y a la liberté de parole dans ce pays-ci, et je soupçonne que ce serait correct. Et c'est très valable dans votre ligne de signature de dire que vous êtes une infirmière. C'est exactement ce que j'allais dire, et je dois ajouter, vous devez vous souvenir, vous n'êtes pas le porte-parole pour votre organisation. Vous avez les créances d'infirmière immatriculée, vous pouvez l'utiliser, mais vous n'êtes pas porte-parole pour votre établissement. Et soyez prudente avec cela. Si vous avez besoin des conseils, on a des spécialistes de communication dans les 2 régies de santé. Merci de l'avoir soulevé. Et merci aussi pour planifier d'écrire une lettre ou les lettres. Je suis Amy McLeod et je suis une infirmière immatriculée. Je pense que vous avez... c'est la première fois que je viens au micro. Je suis hors de ma zone de confort. J'ai commencé à formuler ma question pendant votre première présentation, mais je voulais l'avoir comme il faut, donc j'ai attendu pour celle-ci. Et ma collègue a appris ma question. Alors, je voulais simplement dire bonjour et vous remercier. Vous savez, une fois que vous êtes au micro, merci beaucoup pour cela. Une fois qu'on est au micro, si quelqu'un pose déjà votre question, vous pouvez simplement renforcer l'importance de l'enjeu qui a été soulevé et que vous vouliez soulever. Oui, vous parlez de vos séances des candidats. Je vais essayer de poser ma question parce que je dois quitter. Je suis Jolene Lawson, directrice de la Région 2. Je suis infirmière immatriculée, aussi une étudiante infirmière praticienne. Avant d'arriver à mon point, je veux dire que j'ai écrit des lettres au rédacteur la dernière, durant la semaine de l'infirmière. Comme président du chapitre à Saint-Jean, je me suis identifié comme infirmière immatriculée. Et en portant ce chapeau comme présidente de la section, et bien entendu, le message que moi j'ai transmis est exactement ce que vous dites. Les infirmières praticiennes, l'impact qu'on peut avoir avec le Nouveau-Brunswick et les politiques de santé publique et la santé. La question que j'avais, j'ai participé au petit déjeuner avec les députés le mois dernier. J'étais à la table avec Brenda Kenney, les députés de la région de Saint-Jean, et ça incluait aussi le ministre des Finances, Blaine Higgs. On a eu des très bons moments. On a établi un bon rapport simplement en jasant, et on a pu parler d'enjeux importants et d'établir cette atmosphère. Ce fut intéressant de voir que quelques-uns des députés allaient prendre leur retraite. Il y en a un qui était marié à une infirmière à la retraite. Un autre, le député pour le comté de Charlotte, a reçu la plupart de ses soins primaires d'une infirmière praticienne. Il a parlé au mérite de ce rôle. Et nous avons eu aussi un autre député dont les vrais intérêts sont dans l'éducation, et ça m'a fait penser à savoir comment certains des différents politiciens dans le gouvernement, parfois, ne peuvent pas briser les silos. On ne reconnaît pas comment la santé n'est pas
une question des temps d'attente, mais c'est une question avec tous ces déterminants de la santé socio-économique qui influencent la santé. Alors, j'ai pensé que c'était une dynamique très intéressante. Une autre chose que je veux signaler, et j'ai un autre point, une question, mais nous avons eu une présentation très bonne hier c'était le Conseil de santé du Nouveau-Brunswick, son directeur exécutif. Et j'espère que j'ai bien agi en tant que mon rôle. Et à mes 600 amis sur Facebook, je ne sais pas comment sur Twitter. Vérifiez vos profils de communauté qu'ils viennent de lancer sur leur site Web, un des outils très valables pour éduquer tous nos citoyens du Nouveau-Brunswick dans diverses communautés au sujet de tous ces déterminants sous-jacents de la santé et du facteur socio-économique. Alors, ma question, dans tout ceci, comment est-ce qu'on peut convaincre le gouvernement et le public d'encourager le gouvernement à investir dans les initiatives reliées à la santé, soins de santé primaire en particulier, et que c'est un bon investissement et ça peut pas être réalisé dans un cycle de 4 ans. Ils nous l'ont dit de façon plus directe, et Blaine Higgs l'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire. Et du prochain souffle, c'est difficile parfois de mettre le coup sur bloc dépendant du climat politique et des différents intérêts dans nos régions. Alors, comment est-ce qu'on peut dépasser ce cycle de 4 ans? C'est ça ma question. Alors, c'est un problème constant, entre-temps, avec les politiciens. C'est utile de les appeler et en disant, on apprécie que vous avez besoin d'être réélu. Et nous apprécions également que votre vision pour la province est plus grande que vos possibilités d'emploi comme politicien dans 4 ans d'ici. Alors, rappelez-leur que leurs responsabilités comme politiciens ne sont pas simplement de renflouer leurs poches et d'assurer qu'ils ont un salaire. Vous pouvez faire ça avec un sourire aux lèvres. Et la générosité d'esprit et tout ce qu'ils ont pu faire. Mais dans votre présentation, le programme de médicaments universels épargnerait de l'argent, en fait. Vous pourriez commencer là et rappeler aux gens qu'il y a des mesures que nous proposons qui vont faire un meilleur travail et épargner de l'argent, et tout le monde sera heureux avec ça, épargner de l'argent. Jerry Gildard, je suis une infirmière immatriculée. Je vais mettre mon chapeau de vice-présidente Horizon pour calmer les nerfs de tous ceux qui veulent écrire des lettres aux rédacteurs ou de parler au sujet d'enjeux qui sont importants pour elles et eux. Et Horizon a une politique médiatique qui est très claire. Et si vous voulez parler, vous ne parlez pas au nom d'Horizon, vous parlez au nom de vous-même. Et ensuite, vous êtes libre de parler. Et c'est vraiment important de voir les infirmières qui sortent avec des messages qu'ils croient importants pour les soins de santé. Jennifer, lorsque tu as donné ton aperçu quant à la stratégie, je m'inquiétais au début lorsque j'ai entendu tous ces outils et ces produits vont sortir au mois d'août. À mon avis, c'est beaucoup trop tard. L'élection est déjà commencée. Et dans une ère de date fixe à l'élection commence après la dernière. Mais j'avais entendu à la table et ensuite avec le dialogue, il y avait eu d'autres initiatives, donc c'est bon. Mais si ces outils pouvaient sortir aux membres bien avant le mois d'août, ça aiderait même un sommaire de ce que sont les priorités clés pour la INB. Parce que nous allons tous nous engager avec ces candidats et candidates à partir d'aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux, leurs mises en candidature sont sécurisées. Il y en a encore quelques-unes à faire. Mais elles vont frapper tous les événements publics entre maintenant et septembre. Et tout va se produire durant l'été. Les campagnes porte en porte commencent maintenant. Donc, on a besoin d'être préparés afin que lorsqu'ils arrivent à vos portes, vous les rencontrez aux événements communautaires, vous savez quel angle vous voulez engager.
Et le mois d'août, je pense qu'ils seront sécurisés dans leur programme électoral si on veut avoir une chance d'influencer ces personnes-là. On a besoin de faire un travail beaucoup plus tôt. Mais beau travail, c'est bon à voir. Est-ce que je peux poser une question quant à une des stratégies ou est-ce que c'est un sujet pour plus tard? La stratégie de soins à longue durée. Je m'inquiète qu'on pourrait perdre une reconnaissance du fait que nous sommes très à court dans cette province de lits de soins de longue durée. Il y a beaucoup d'attention à toutes les autres initiatives et les soins à domicile, c'est bon, ça a besoin d'être là. Mais nous commençons à partir d'une position déficitaire comparée à d'autres provinces quant au nombre de lits de soins de longue durée par population de 1000 habitants. Et sans une correction à ce problème, on va se retrouver très pris et nos patients vont se voir pris dans des lits d'hôpitaux pendant longtemps encore. Et les plus vulnérables de ces patients ne quitteront jamais nos environnements parce que personne ne les veut. Et c'est une tragédie pour plusieurs de ces familles et patients où ils sont situés. Et avec tout le respect du soin qu'ils reçoivent de notre personnel, on ne peut pas faire ce qu'ils ont besoin dans un hôpital de soins aigus. Je ne voudrais pas perdre cet angle lorsqu'on commence à promouvoir le besoin dans la stratégie électorale, qu'on a besoin de plus de lits de soins de longue durée et il y aura une étude le nombre de lits dans les foyers de soins qui va commencer à l'automne de cette année. On a besoin de s'assurer qu'il y a vraiment une grande attention d'apporter à cela, qu'on a besoin d'une augmentation. Merci, Jerry. Juste une réaction rapide à cela. L'autre chose au sujet de l'influence politique, c'est pas d'avoir un menu de 26 demandes, mais je veux vous assurer qu'on a mandaté un sondage sur les programmes et politiques et le vieillissement et les soins de longue durée. Ce sera un document ressource et je m'assurerai. Je pense qu'il est déjà là, mais pas ne reflète pas la réalité du Nouveau-Brunswick et on trouvera un moyen de l'inclure là-dedans. Il y a toute une dimension sur le vieillissement et les soins de longue durée au Nouveau-Brunswick. Bon, on va être spécifique quant à ce document ressource qui sera là et on en pointera les points saillants. Et les partis politiques connaissent déjà les priorités et on croit qu'on va voir des choses à ce sujet dans les programmes électoraux. Mais la publication n'a pas été faite encore. Oui, merci Jennifer, parce que comme Brenda avait partagé, on a rencontré les députés et le premier ministre nous avait invités à une rencontre et le ministre de la Santé depuis quelques mois, qui est tout à fait intéressant, qu'ils écoutent aux infirmières, mais on a besoin de le répéter. Oui, je veux ajouter au mois d'août, j'aurais dû être clair là-dessus. Une fois que les priorités sont reçues, après aujourd'hui, que tous les documents sont finalisés et traduits, ce sera sur le site Web, ainsi que les autres outils. Lorsqu'on arrive à ces feuilles oranges, on va en parler dans vos trousses. Mais le mois d'août, c'est le prochain bulletin électronique et on a joint à peu près 90 de nos membres. C'est à ce moment-là où ce sera distribué ainsi qu'en septembre. Oui, c'est un petit peu tard, mais ça va être disponible sur le site Web dès que c'est prêt. Micro numéro 2. Merci beaucoup. Moi, je suis Lucien Laufré et je voulais parler sur 3 points, si vous permettez. Le premier, c'est que j'aime bien votre suggestion sur le fait qu'on devrait vraiment bombarder les politiciens dès le premier jour que l'élection est déclenchée. Et je n'y avais pas pensé et je pense que c'est un énoncé puissant. Le deuxième point, et pardonnez-moi si je deviens émotive un peu, que les infirmières sont inefficaces et invisibles et trop bonnes. Ça m'a vraiment frappé. Inefficace. Qui pensez-vous qu'a apporté la loi sur la santé du Canada? Sinon, si ce n'est pas nous autres, les Canadiens devraient nous remercier pour cela. Et je ne suis pas trop gentil maintenant, mais je voulais parler des points que vous avez apportés à l'effet d'être efficace. Je pense que l'INB, avec ses priorités électorales et les avoirs pour 4 domaines actés, contredire ces choses. From TV and
qu'on connaît, Chantal Hébert, aux télévisions, a dit aussi qu'une des raisons qu'on n'était pas aussi efficace et qu'on était invisible et trop gentil, c'est qu'on a parlé à trop de questions de politique et de programme. On voit les besoins de nos patients dans les communautés et on est très impliqué. Donc, de concentrer comme la INB nous le demande, c'est vraiment un outil puissant. Et je vous invite toutes et tous de vraiment bâtir sur ces 4 points lorsqu'on bombarde les médias tous les jours et les politiciens et que nous continuons à le faire parce que ce mythe de notre manque d'efficacité doit disparaître. C'est tout. Merci. Micro 2. Mon nom est France Marquis. Je suis la présidente sortante de la INB. Si vous me le permettez, je vais parler en français. Je suis aussi chef du secteur sciences infirmières au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. Et je suis une fervente de l'action politique des infirmières et des infirmiers et de notre association, les syndicats et toutes les organisations qui représentent la profession infirmière. Et je suis tout à fait en accord avec les priorités qui ont été établies par la INB, mais je vais particulièrement m'adresser à celle des ressources infirmières. Comme vous pouvez l'imaginer, venant d'un programme de formation, c'est d'un intérêt particulier. Mais je vais l'adresser sous l'angle qui touche l'action politique, bien sûr, mais également ce que Mme Graydon a dit dans sa présentation au tout début de la session, dans ce sens que ce que les infirmières doivent faire pour se mettre de l'avant au niveau politique, social, et etc. Et là, je vais vous parler des générations. Alors, des générations d'infirmières, et comme plusieurs d'entre vous le savez, ça fait déjà quelques années que je suis dans l'exercice de la profession infirmière. Je suis plus vers la fin de ma carrière qu'au début. Et j'invite toutes les infirmières qui ont une certaine expérience, comme la mienne, à s'associer avec une nouvelle infirmière ou encore à des étudiants pour établir leur action politique ou faire valoir leur point de vue. Et je sais que nous avons des étudiants ici présentement, je leur demanderai de se lever la main ou de se lever debout même. Il y en a de mon campus, mais il y en a d'ailleurs, si vous voulez bien vous lever. Et j'inviterai également les infirmières qui ont au moins 3 ans d'expérience. Je ne sais pas s'il y a 3 ou 5 ans d'expérience, qui sont à leur début de leur carrière. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes ici, qui êtes déjà... Alors, comme vous voyez, là, la majorité des participants à des activités comme celle-ci sont des infirmières qui ont plusieurs années d'expérience. Mais moi, je crois fermement que pour transmettre cette volonté de faire valoir la profession, de prendre notre place dans la société au niveau de l'action politique, il faut tendre la main aux générations qui nous suivent. Et la meilleure façon de le faire, je pense que pour les prochaines élections provinciales et les prochaines élections fédérales, associez-vous à une étudiante ou à une infirmière nouvellement graduée pour débattre de ce qui est important pour la santé de la population, mais aussi pour la profession infirmière. Merci. Bravo, bravo. Je veux renforcer ce point. Thank you so much for making that point. Merci d'avoir fait ce point. Et sur le plan des communications, si je n'avais pas embauché une jeune de 25 ans pour m'appuyer au début chez Informed Opinions, je ne serais pas sur Twitter. Je ne serais pas du tout intéressée aux médias sociaux de la façon dont je le suis. Donc, quand vous êtes le modèle de rôle et quand vous tendez la main et vous faites preuve de collaboration et de mentorat avec les plus jeunes infirmières, elles vont à leur tour offrir du mentorat et vous soutenir pour vous aider à faire connaître votre voix dans les tribunes où vous n'êtes toujours pas intéressé ou en train de travailler. Donc, voilà une occasion merveilleuse pour collaborer et augmenter votre impact. Merci. Micro 2. Bonjour, mon nom est Fernande Chouinard. Je suis représentante du public sur le conseil. Madame Graydon, si votre message ou votre invitation passait vraiment et que les femmes, les infirmières y compris, se mettaient à parler, se mettaient à écrire dans les journaux, ça pourrait certainement changer beaucoup de choses. Je me demande si vous avez quelques conseils sur la façon d'exprimer
le message, sur la façon de dire les choses pour faire en sorte que le message soit plus important que la coupe de cheveux ou que le maquillage. Vous avez mentionné au début de votre présentation que le cerveau masculin ne fonctionne pas de la même façon que le cerveau féminin, et c'est tout à fait vrai, et probablement que nous n'en savons pas assez sur le sujet. Est-ce qu'il y a, quand on s'adresse à un homme, puisque les politiciens sont souvent plus nombreux du côté des hommes que des femmes, est-ce qu'il y a des stratégies, des façons de parler qui permettent de capter l'attention davantage quand on s'adresse à un homme que quand on s'adresse à une femme? J'ai été un peu surprise tantôt quand vous avez dit qu'il fallait avoir des messages où l'émotion transparaît. Je me demande s'il y a une limite à cette idée d'émotion pour ne pas que le message soit entendu comme des histoires de bonnes femmes. C'est un peu dans ce sens-là qu'est ma question. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez des stratégies, étant donné votre expérience, qui pourraient nous aider, si on décide tous de se lancer demain matin à faire des discours et à écrire dans les journaux? Je vais essayer. J'espère que je te comprends, mais je vais parler en anglais parce que j'imagine que votre anglais, c'est beaucoup mieux que ma français. And if I Et si j'ai mal compris votre question, peut-être que Jennifer va m'aider. La recherche sur le cerveau dont je vous ai parlé, qui examine les différentes façons par lesquelles les hommes et les femmes réagissent et s'orientent, parmi les choses qui sont utiles pour la femme de savoir lorsqu'on essaie de parler et de tenter de persuader un homme en particulier ou des politiciens en particulier, souvent les femmes sont préoccupées par le processus, comment quelque chose arrive. Les hommes, et ce sont de grossières généralisations qui ne couvrent pas tout le monde, mais souvent, les hommes en affaires sont beaucoup plus axés sur les résultats. Le processus a un bon impact sur la façon d'arriver au résultat, mais si vous voulez persuader un homme de quelque chose, il vaut mieux mettre l'attention sur les résultats plutôt que le processus, parce qu'il va s'impatienter à l'écoute de tous les détails. Il veut en arriver aux résultats. Les femmes sont plutôt enclines à consulter, à collaborer, et c'est très utile. Mais encore une fois, lorsque vous parlez à des politiciens qui sont largement masculins, et si vous voulez arriver aux faits plus rapidement. Je vous donne un exemple concret. Souvent, quand on arrive au micro pour poser des questions, nous, les femmes, nous faisons une préambule. Nous disons, ben, je ne sais pas si c'est peut-être la meilleure question à poser. Quelqu'un a déjà parlé de cette chose et j'ai peut-être raté. Nous minons notre autorité en démontrant que nous faisons attention à d'autres dans la salle. Ne faites pas ça. D'abord, ça prend plus de temps. Deuxièmement, ça mine votre crédibilité. Arrivez droit au but, plus rapidement. Éliminez la préambule. Et du côté émotionnel, les hommes vont au film et lisent des romans et ont des larmes aux yeux à cause de petits bébés ou de chiots aussi. Mais mon sentiment, ma preuve, ma croyance, axée sur la preuve, et que nous devons raconter des histoires et aussi fournir des données, les deux, parce que chaque fois que vous essayez de formuler un argument persuasif, l'anecdote, le contexte affectif ne fait que renforcer les données. Les données, à elles seules, vont persuader certains et certaines, et les anecdotes aussi vont persuader d'autres, mais données associées au contenu affectif va toucher à tout le monde. Est-ce que ça répond à votre question? Micro 3.
Je voulais partager avec vous, et ça rejoint le même sujet qui vient d'être abordé. D'ailleurs, quelque chose qui a été mentionné tantôt. Parce que nous devons pouvoir raconter notre vécu et vendre le message, mais il faut y aller rapidement. Et quelque chose que nos collègues ont fait en Nouvelle-Écosse, c'est de proposer que nous devons élaborer nos discours d'ascenseur. En Nouvelle-Écosse, on dit, bon, expliquer ce qu'est la profession infirmière. Et peut-être dans les élections à venir, nous devons élaborer nos discours d'ascenseur, les axer sur nos initiatives clés et jumeler faits et vécus, mais les connaître par cœur pour qu'on puisse s'en servir quand on a l'occasion. Si c'est au marché, le samedi matin, peu importe où nous nous trouvons. Et pratiquer ces choses-là, parce que ce n'est pas une zone de confort pour nous, donc il faut pratiquer ça, et puis ensuite on peut s'en servir. C'est une suggestion brillante. La concision est toujours appréciée. Et la plupart d'entre nous pouvons mieux véhiculer un message et interpeller les autres si on a eu la chance de façonner notre message et le dire à haute voix à quelques reprises. Donc, merci beaucoup pour cette suggestion. Alors, Dawn ne s'est pas présentée, donc je vais la présenter. Dawn Torpe. Si vous n'avez pas saisi son nom la première fois, qu'elle a pris la parole. Merci, Dawn. Quelqu'un des finances, Darlene? Soyez brève, intelligente et allez-vous-en. Je ne sais pas si j'étais brève, mais j'ai été rapide. Mais ils n'allaient pas écouter longtemps, dans mon cas. Puis-je formuler une dernière suggestion là-dessus pour votre discours d'ascenseur, un bref discours? Si vous assistez à une réunion où vous avez l'occasion de prendre la parole, idéalement, vous ne voulez pas lire d'un texte écrit parce que vous ne pouvez pas voir quand les yeux des politiciens ferment et qu'ils cessent de vous écouter, commencent à vérifier leur BlackBerry. Un peu de préparation et ayant raconté l'histoire, ayant raconté ce que vous avez à dire à votre mari, à vos enfants, à quiconque va vous écouter dans la queue chez Safeway, c'est une très bonne stratégie. Très bien. Ne voyant personne d'autre au micro comme ça, j'aimerais d'abord vous rappeler que vous avez une page comme ça dans votre trousse, donc verte. J'ai dit verte, je regarde la page verte. Je pense que j'ai besoin de manger. Bon, c'est une page orange. Je ne suis pas daltonienne. Mon père l'était, mais pas moi. Donc, la page orange. Comme Jennifer vous l'a expliqué, le conseil d'administration a établi les priorités pour les élections et nous avons commencé à rencontrer les politiciens. Mais nous voulons votre rétroaction si nous ne sommes pas dans la bonne voie. Donc, nous sommes très reconnaissantes que vous remplissiez ces formulaires. Laissez-les sur les tables avec vos commentaires et nous allons en tenir compte et ajouter ça aux outils et aux renseignements que nous allons distribuer aux infirmières. Et ce sera, comme Jennifer vous l'a signalé, ce sera prêt dans les plus brefs délais afin que vous puissiez vous mobiliser auprès des politiciens. Alors, vous demandez de remplir ces formulaires-là. Et j'aimerais remercier Sherry Graydon d'être là aujourd'hui. Elle a été extraordinaire, nous a donné beaucoup de moyens pour nous permettre de comprendre et nous a lancé beaucoup de défis. Et j'espère que ça va nous aider au moment d'arriver à ces élections. N'oubliez pas l'annonce sur le site web de l'INB parce que Sherry elle va être l'experte en contenu pour notre prochaine discussion virtuelle cet automne. Donc, nous aurons l'occasion de vous le signaler ça sur l'infonursing et sur notre site web. Alors, en terminant, j'espère que vous avez été énergisés et motivés suite aux présentations de ce matin. Alors, écoutez, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous êtes des infirmières immatriculées et à quel point vous êtes merveilleuses. Mais je dois vous rappeler que nous ne le disons pas souvent assez. Combien de fois dans vos communautés est-ce que vous vous portez bénévole? Je rencontre des gens dans la communauté
tout le temps parce que vous vivez en communauté, vous travaillez avec d'autres professionnels de la santé, vous travaillez avec vous êtes avec vos amis, votre famille, vous êtes membre de groupes communautaires, que ce soit à l'Église ou d'autres associations de bénévolat, l'Institut féminin, différents autres groupes, les clubs Rotary. Soyez fiers. Dites que vous êtes infirmière immatriculée, que vous avez du savoir et que c'est important et que je suis constamment étonnée par si peu on connaît au sujet du système de soins de santé, si on n'est pas touché par ce système à tous les jours. Vous êtes l'experte, vous avez les connaissances. Alors, si vous ne vous retenez qu'une seule chose, n'ayez pas peur, comme Sherry vous l'a dit, nous allons vous envoyer un boîte à outils que vous pouvez utiliser, préparez votre message. Et même si ce n'est que de dire « Je suis infirmière immatriculée », à ces candidats et 9 000 infirmières immatriculées signifie qu'elles sont infirmières immatriculées et qu'elles ont quelque chose à dire sur les services de santé que nous prodiguons. Ça va faire une différence. J'aimerais simplement ajouter que nous représentons les infirmières immatriculées, les infirmières praticiennes et que nous travaillons dans différents domaines. Donc, je voulais m'assurer que parce que je dis infirmière immatriculée, que nous sommes toutes infirmières immatriculées, c'est notre point de départ et la plupart d'entre nous portons beaucoup d'autres titres, mais en bout de ligne, je suis infirmière immatriculée. Soyez fiers, vous êtes intelligente, partagez ce que vous savez et comme certains d'entre vous l'avaient déjà raconté, vous savez, ces politiciens ne sont que tabula rasa. Ils n'ont rien à savoir. Ils ont beaucoup à savoir encore sur le système de soins de santé. Ils ont été élus pour corriger le problème. Et comme le membre du Conseil vous l'a dit, quand on a rencontré les politiciens l'an passé, j'étais pas mal découragée que j'ai élu des gens pour prendre des décisions et on vous dit « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? » Ben, désolé, partagez ce que vous savez. On vous pose la question, répondez à la question. Vous êtes les experts, vous y travaillez tous les jours. Donc, merci beaucoup. Et un dernier commentaire. Pour ceux d'entre vous qui êtes là à vos propres frais, je vous dis que nous couvrons le frais d'essence. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous envoyer le reçu et ça nous ferait plaisir de rembourser l'essence. Et que nous allons très bientôt aller à la pause repas. Je vous encouragerai. J'espère que si vous restez pour la GA cet après-midi, ça va commencer à 14 heures. C'est une séance d'affaires cet après-midi. Donc, ce ne sera pas très long, mais je serai très reconnaissant que vous restiez avec nous. Ça nous donne l'occasion de partager le rapport annuel avec vous et les états financiers. Et c'est notre obligation envers vous, les membres, qui payons pour les services que nous vous livrons. Alors, j'espère que vous allez rester pour le lunch. Merci encore et j'espère que vous êtes motivés, que vous avez profité de la séance d'aujourd'hui. Merci. Et la dernière chose, merci encore à Sherry. Et j'ai un petit cadeau en guise de remerciement.